c'est vraiment un honneur d'être invité ici ce soir et c'est avec plaisir que j'honore cette invitation. Donc, je vais passer au côté un peu numérique et ce que le monde, comment il a évolué dans les dernières années et à travers les inventions et puis le rôle du digital et l'économie cyclique. Alors, j'ai préparé quelques informations. On va commencer au début par parler sur les inventions, comment elles ont évolué à travers les siècles. À cette heure-ci, vous devez peut-être avoir un peu faim. Il existait une société en 1926 qui s'appelait effectivement Frigidaire. Et Thomas Minchley était l'inventeur de cycle frigorifique où il a trouvé que le gaz frayant pouvait en fait faire le cycle frigorifique qui permet de conserver les aliments et qui permet en fait après de les réutiliser après pour nos besoins. Alors, ce travail qui a permis d'inventer le frigidaire a évolué après. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, on va trouver des machines communicantes, donc la partie qui est devenue en fait très importante, qui est la partie innovante, est devenue une commodité. Et aujourd'hui, ce qui est devenu le plus important, c'est le côté communicant des frigidaires. Donc, on va trouver plutôt un ordinateur, comme vous le voyez ici sur l'image, qui va vous dire à quel moment vous devez vous approvisionner, quelles sont les calories que vous avez consommées, et ça va vous envoyer des informations qui vont en fait gérer un peu le cycle alimentaire et d'approvisionnement chez nous. Deuxième exemple, c'est l'invention de la machine à vapeur en 1769. Alors, c'était à l'origine de tout, les trains, les voitures, même les premiers avions volants, ils étaient à machine à vapeur. C'était à l'époque une révolution. Et la plus grande utilisation des machines à vapeur, c'était surtout pour la révolution industrielle au début du siècle. Alors, aujourd'hui, on va trouver quelque chose qui n'a rien à voir à l'époque avec l'invention. C'est les trains à suspension magnétique. Alors, ce train, c'est un train qui fait Shanghai et l'aéroport de Shanghai, entre le centre et l'aéroport. C'est à peu près 30 km. Il va jusqu'à 450 km à l'heure. Il fait cela en 7 minutes et 20 secondes. En moyenne, il fait à peu près 250 km à l'heure, parce qu'au début, il ne faut pas démarrer très vite. Et puis à l'arrivée, il ne faut pas aussi atterrir très vite. C'est pour ça qu'il y a une vitesse moyenne. Après, ce monsieur, ce n'est pas effectivement l'inventeur du calculateur, c'est von Neumann. Il a inventé le premier calculateur à architecture qui s'appelle donc l'ordinateur, qui est un système d'exploitation, et c'était en 1946. Alors derrière ce monsieur, vous voyez des armoires. Alors ça pesait à peu près 25 tonnes. Ça avait une rapidité qui faisait 5000 instructions par seconde et ça pouvait remplir peut-être cet amphithéâtre complètement. Donc à partir de là, on est passé à quelque chose qui est des microprocesseurs qui fait à peu près une centaine de grammes et qui vont faire en fait des calculs de 25 milliards par seconde. Et aujourd'hui, qui aurait pu imaginer qu'à partir de premières inventions, on avait un espace rempli d'armoires avec peu d'instructions, 5000, c'était génial à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vraiment très peu par rapport à ce que font les petits microprocesseurs Intel et autres. Alors, il y a d'autres inventions. Ce que vous voyez à gauche, c'est un volcocopter. C'est tout électrique. Et aujourd'hui, ça existe sur le marché. Il peut faire centaines de kilomètres. Vous connaissez aussi le Solar Impulse, qui en 2016 a fait le tour du monde, qui fait 40 000 kilomètres également. C'est une équipe suisse qui était au COP21 pour parler de leur invention. On travaille également énormément sur les voitures autonomes, communicantes. J'étais en Californie la semaine dernière. Une des boîtes a été rachetée par Intel, qui travaille uniquement sur le côté logiciel, sur la conduite autonome. Elle a été rachetée à 15,3 milliards de dollars, parce qu'il y a un marché énorme. Et puis un jour ou autre, en 2040, Rolls-Royce a annoncé qu'elle va travailler que sur le tout électrique et abandonner tout ce qui est thermique et diesel et autres. Donc, un marché énorme sur les voitures communicantes. Alors, c'est des voitures aussi qui vont utiliser les techniques intelligentes, c'est-à-dire que si elle arrive et qu'elle voit un ballon devant la voiture, elle va commencer à réfléchir en disant, s'il y a un ballon, il y a peut-être un enfant derrière, donc je vais essayer de ralentir, même si ce n'est pas un être humain, mais peut-être l'être humain va arriver, donc il faut que je ralentisse.
Donc ça, c'est toutes les techniques de machine learning ou bien artificial intelligence qui sont utilisées. Après, on va trouver aussi tout ce qui est image 3D, et réalité augmentée, et qu'est-ce qui peut être utilisé dans les industries, ce qui peut être utilisé également dans la vie. Et on peut même mettre des puces dans la peau de l'être humain qui va en fait communiquer des informations qui vont nous donner l'état de santé de quelqu'un. Ça évite en fait d'aller voir le médecin toutes les 10 minutes et d'avoir, si quelqu'un a un état critique, le médecin va recevoir les informations et pouvoir en fait lui envoyer les signaux nécessaires. Et puis tout ce qui est navigation, c'est un marché aujourd'hui qui est énorme. Donc on est capable d'aller se balader quelque part dans une ville et puis on a avec notre iPhone un guide touristique qui va vous dire vous allez à droite, vous allez à gauche, etc. Alors, il y a plus de la moitié de la population au monde qui sont connectés à Internet et il y a 5 milliards qui ont un téléphone mobile et même certains en ont plusieurs. D'accord ? Donc le monde est déjà connecté, on a inventé énormément de choses. Alors pourquoi a-t-on besoin de revenir aux sources ? Pourquoi l'héritage ? Pourquoi le passé est toujours utile ? Alors le passé est toujours utile parce qu'on pense qu'il y a une mine d'informations, une mine de renseignements qui peuvent nous aider à comprendre un petit peu l'avenir. Ça ne veut pas dire que le passé, en l'extrapolant, on peut prédire l'avenir, mais il comprend un certain nombre d'apprentissages, d'informations qui, une fois rentrées dans les modèles physiques, mathématiques, parfois philosophiques, ils vont nous permettre de donner des informations sur notre avenir. Donc, aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des données qui sont collectées sur des machines, uniquement 2% de ces données sont analysées. Et en fait, quand elles sont analysées, c'est à titre juste informationnel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas trop d'intelligence là-dessus. Donc tout le reste, c'est une mine d'informations et de renseignements qui peuvent nous permettre de mieux gérer l'efficacité des machines et mieux gérer autre chose. Alors, que ce soit des données structurées, donc c'est comme des bibliothèques organisées avec des noms, des titres, etc., et des catégories, ou des données qui sont non structurées, qui viennent un peu de partout, des réseaux sociaux ou de différentes informations de météo, etc. Tout type de données, on n'est pas en train d'analyser suffisamment ces données, et justement 2% des données qui sont analysées. Alors, pourquoi on a besoin d'analyser plus les choses et de revenir vers le passé pour le comprendre, pour essayer de prévenir et de prédire l'avenir? Alors, on veut toujours plus d'efficacité dans les usines, on veut toujours plus d'efficacité dans les infrastructures, dans tout ce qu'on utilise, toute l'infrastructure de transport, aéronautique, les aéroports, les réseaux de transport électrique, etc. On veut également, au niveau de la santé, améliorer notre état de santé. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de maladies encore. Est-ce qu'on peut prévenir le cancer avant qu'il arrive? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre les rapports un peu au niveau génétique pour essayer d'éviter que quelqu'un puisse avoir un embryon qui est malade, par exemple? On veut que nos villes soient plus propres, avec un minimum d'émissions, et qu'on puisse se balader d'une façon optimisée, investir, et avoir des villes qui sont sociales et des villes qui sont humaines. Bref, on voudrait avoir un meilleur bien-être. Alors c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup plus que voir un frigidaire connecté, que voir un train qui va plus vite, ou que de voir des ordinateurs sur des petits processeurs qui font 25 milliards d'instructions par seconde. Alors, l'économie circulaire, c'est un des bien-être et un des bénéfices également, et le numérique peut jouer un rôle important. En Suède, 100% des déchets, enfin tout ce qu'on mange, tout ce que vous jetez ici, 100% sont recyclés. Quand on recycle l'ensemble des déchets, c'est une économie qui est beaucoup plus boostée, c'est une économie qui est plus efficace, et même vous êtes capable de faire du cocktail en faisant un peu de sport le matin, chose qui y arrive parfois une fois par an à certains. Alors après, il faudrait être capable de prédire et d'améliorer l'avenir. Alors comment fait-on? Alors on a inventé ce qui s'appelle le jumeau digital ou numérique. Certains n'aiment pas le terme digital, donc on va utiliser le terme peut-être numérique. Alors c'est pas uniquement un reflet, comme vous voyez ici sur l'image,
c'est, pour le comprendre, la boîte noire de l'avion. Donc aujourd'hui, comment on a réussi à réduire le nombre de catastrophes sur les avions? Alors, premièrement, il y a l'association IATA, où il y a toutes les compagnies aériennes qui participent. Deuxièmement, on essaie de tracer toute l'histoire qu'a vécue ce pauvre avion depuis qu'on l'a conçu dans les bureaux d'études jusqu'à sa fabrication en usine et ensuite jusqu'à sa mise en exploitation. Alors, on sait quel pilote l'a conduit, quel copilote, dans quelles conditions atmosphériques, dans quel pays, qui a fait la maintenance. Tout est tracé de façon à ce que si jamais il y a un problème, on puisse remonter et essayer de comprendre et prévenir et améliorer les choses au niveau de l'avion. Donc on fait la même chose également avec tout type d'équipement, que ce soit les centrales de production, que ce soit les éoliennes, que ce soit les autoroutes, que ce soit les aéroports. On essaie de trouver les jumeaux numériques qui permettent en fait, en plaçant des sensors à niveau de chaque équipement, collecter l'information, température, pression, fatigue, pour essayer d'être plus fiable et éviter que quelque chose s'arrête en cours de route, réduire le nombre d'accidents et essayer de faire des économies et d'avoir un meilleur fonctionnement de nos installations. Également, au niveau numérique, on est capable, pour les éoliennes, de pouvoir collecter les informations. Et on aura en 2020, c'est un objectif qui a été fixé par la Commission européenne, par exemple en Europe, on aura 20% de nos énergies qui viendraient de sources renouvelables. Et on aura en 2040 peut-être 40%, on aura à un moment, en 2050, peut-être 80% qui viendront de sources qui ne soient pas de sources polluantes. Donc là, on a besoin aussi de collecter des informations parce que ce sont des éoliennes distribuées un peu partout sur le territoire. Il va y en avoir des millions et des millions. Et on a besoin, en fait, de gérer leur fiabilité et de gérer à quel moment elles génèrent de l'énergie quand on n'en a pas besoin pour la stocker. Donc il va y avoir de plus en plus de numérique qui va en fait calculer et stocker l'information la nuit pendant qu'on dort, pour certains, et puis le lendemain l'utiliser quand on en a besoin, pour certains, ou la plupart également. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel au niveau des données. Il faut le libérer. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de réglementaires, il y a de plus en plus de directives émises par la Commission européenne que ceux qui détiennent les informations sur les clients télécoms, les clients d'énergie, les clients transport, puissent les partager avec ceux qui peuvent les utiliser et innover dessus. C'est la clé d'autre chose. Mais attention, on ne peut pas manipuler les données. On l'a écouté aussi dans les précédentes interventions. Il y a le côté privé et côté sécurité. Et on sait comment aussi travailler sur le côté privé et sécurité de façon à ne pas avoir de problème avec la manipulation des données. Il faudrait aussi libérer sa créativité. Aujourd'hui, contrairement à l'époque où j'ai fait mes études, etc., où tout le monde allait faire juste de l'informatique et voilà, la physique, ça ne donne rien, la technique, ça ne donne rien, etc., on a un petit peu un retour aux sources. Les modèles ont besoin de gens qui connaissent les maths. Les modèles, ils ont besoin de gens qui connaissent la physique. L'ordinateur ne fait pas tout. Donc il va falloir programmer des choses, donner lieu à de la créativité, trouver un lien. Et il y en a qui ont travaillé, ça s'appelle le data mining, sur le rapport entre l'utilisation des ascenseurs et les femmes enceintes, par exemple, dans les immeubles. Pour nous dire à la fin que, tiens, quand il y a plus de femmes enceintes dans un immeuble, on utilise plus l'ascenseur. Donc il faudrait prévoir le nombre d'heures en fait, pour l'ascenseur. Donc il y a des tas de choses qu'on peut faire avec les prévisions de façon à relier les données entre elles. Mais pour cela, il faudrait développer énormément de modèles. C'est ce qu'on appelle les data scientists, qui ont un background scientifique, physique, mathématique, parfois biologique également, parce que dans la santé, on a besoin de ça, dans la santé, et aussi un background informatique qui permet en fait de développer des modèles. Alors, on a fait des calculs pour dire si on gagnait 1% d'efficacité au niveau de la consommation, par exemple, de pétrole, ou d'efficacité au niveau de la productivité, dans ces secteurs que vous voyez, aéronautique, pétrole, énergie, si on faisait 1% d'efficacité, on pouvait gagner 276 milliards de dollars sur 15 ans. Et ce n'est pas rien. Et il y a d'autres chiffres qui ont été émis par le World Economic Forum en 2016. L'avantage de l'utilisation numérique pour l'industrie, c'est 1,3 trillion de dollars,
et pour la société serait de 2 trillions de dollars. Donc des bénéfices qui sont énormes pour la société. Alors, la conclusion que je voudrais vous donner, c'est que notre héritage est une mine de connaissances. Ça, on l'a vu, on a énormément d'informations, il suffit juste de fouiller dans notre grenier, dans notre placard, pour trouver beaucoup de choses sur le passé, peut-être qui peuvent être utiles si la mode revient. On est capable également de travailler sur les technologies numériques pour effectivement essayer de transmettre un avenir qui est meilleur pour nos enfants. Vos enfants, si vous en avez, même si vous êtes jeune dans la salle. Alors après, il y a la grande question, on a des juristes dans la salle en partie. Alors le droit ou l'avancée numérique, alors certainement, ils ne vont jamais être là au bon moment. C'est-à-dire, on va trouver que le droit parfois est un peu trop sophistiqué par rapport à la technologie, ce qui est un frein. On va trouver parfois l'avancée technologique qui va un peu trop vite, à la Google un peu, mais là c'est beaucoup trop vite, avant que le droit s'installe. Mais ils finiront un jour ou l'autre à trouver un point de convergence pour essayer de se rattraper. Donc c'est un combat qui sera éternel, mais il ne faut pas que ce soit une barrière à l'avancée technologique. Après la créativité, alors moi je dis toujours, les gens trop disciplinés ne font pas des ravages. Les génies, c'est des fous, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la créativité technologique, que ce soit dans l'art, tout type d'art également, c'est des gens qui doivent avoir un brin de folie, ce que j'appelle en fait créativité sans conformité. Et avec ça, I will say it in English, the only limit is the sky. Avec une créativité qui est énorme, on n'a aucune limite pour la créativité, pour tout ce qu'on est capable de faire. Alors là-dessus, j'espère que c'était clair, plutôt pas du chinois, et merci de votre attention.